Un récit clé pour une guerre prolongée en Ukraine est que nous sommes là pour soutenir la souveraineté, la liberté et la démocratie de l'Ukraine. Ce sont des valeurs sacrées, essentielles à notre propre identité et essentielles à la paix. C'est pourquoi nous devons continuer à nous battre. Cependant, le contre-argument est que l'Ukraine a simplement été détournée pour être utilisée comme un proxy dans une guerre contre la Russie. Alors, qu'en est-il? Est-ce un combat pour la souveraineté, la liberté et la démocratie, ou une guerre par procuration? Cette question peut être tranchée en examinant comment l'OTAN a agi envers l'Ukraine tout au long de cette guerre. A-t-elle soutenu ou privé l'Ukraine de sa souveraineté, de sa liberté et de sa démocratie? Tout d'abord, il convient de noter que cette guerre a commencé en 2014, après que Yanukovych a été démis de ses fonctions par la force. Il s'agissait d'un coup d'État qui a destitué le président démocratiquement élu de l'Ukraine, ce qui devrait être le premier indice. Le coup d'État a également violé la constitution ukrainienne. Le coup d'État n'était pas soutenu par la majorité de la population. Et même les émeutes sur le Maïdan n'avaient pas le soutien majoritaire des Ukrainiens. Le nouveau gouvernement a ensuite été découvert comme ayant été choisi par les Américains avant le coup d'État. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qui devait être dans le gouvernement, qui devait rester à l'écart, et comment tout cela pouvait être assemblé. Je ne pense pas que Klitsch devrait entrer au gouvernement. Je ne pense pas que ce soit nécessaire et je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ouais, je veux dire, je suppose. Tu penses en termes de lui ne pas entrer dans le gouvernement, juste le laisser rester en dehors et faire ses devoirs politiques et tout ça. Je pense juste en termes de... Je pense que Yats est le gars qui a l'expérience économique, l'expérience de gouvernance. C'est lui, vous savez. Ce dont il a besoin, c'est de Klitsch et Tian Bok à l'extérieur. Il doit leur parler 4 fois par semaine, vous savez. Je pense juste que si Klitsch entre, il va être à ce niveau en travaillant pour Yatsenyuk. Ça va tout simplement pas marcher. Oui, non, je pense que c'est correct. D'accord, bien. Voudriez-vous que nous essayions d'organiser un appel avec lui, comme prochaine étape? Il a maintenant obtenu l'accord de Seri et de Ban Ki-moon pour que Seri puisse venir lundi ou mardi. D'accord, donc ce serait génial, je pense, pour aider à cimenter cette affaire et avoir l'ONU pour aider à la cimenter et vous savez, merde à l'UPMA. Non, exactement. L'objectif principal du coup d'État soutenu par l'Occident était d'attirer l'Ukraine dans l'orbite de l'OTAN. Cependant, cela ne reflétait pas non plus la volonté des Ukrainiens. En effet, comme l'ont montré tous les sondages entre 1991 et 2014, environ seulement 20% des Ukrainiens souhaitaient l'adhésion à l'OTAN. De plus, les pays de l'OTAN savaient également que cela inviterait à la guerre, car tenter d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN déclencherait probablement une guerre civile, étant donné que cela était impopulaire. Cela serait particulièrement vrai pour l'Est, comme l'ont averti de nombreuses personnes, y compris l'ancien directeur de la CIA, William Burns, lorsqu'il était ambassadeur en Russie. Il s'agissait donc d'une guerre qui serait lancée contre les Ukrainiens de l'Est, comme nous l'avons vu en 2014. À l'Est, ils ne reconnaissaient pas la légitimité de ce gouvernement, donc une guerre était soutenue contre eux. Petro Poroshenko aura du mal à reconquérir les cœurs et les esprits dans cette ville. Alors que les habitants de Donetsk ramassent les débris de leurs maisons et de leurs moyens de subsistance, ils se montrent endurcis contre un président qu'ils accusent de tuer son propre peuple. Nous sommes Ukrainiens, mais il nous tue, dit cet homme.
Nous avons donc probablement besoin de notre propre pays, car ces gens à Kiev ne sont pas nos frères. Après le coup d'État, nous avons vu que les agences de renseignement ukrainiennes ont été détournées. Immédiatement après le coup d'État, nous avons constaté que les agences de renseignement ukrainiennes ont été effectivement transformées en mercenaires au nom des États-Unis et du Royaume-Uni. Le New York Times a rapporté en 2014 qu'immédiatement après le coup d'État, le nouveau chef des espions ukrainiens, qui, soit dit en passant, faisait partie du nouveau gouvernement installé par les États-Unis, est entré dans le bureau. Et la première chose qu'il a faite a été de décrocher le téléphone et d'appeler la CIA et le MI6 pour un partenariat à trois qui consisterait à recréer les agences de renseignement ukrainiennes en tant qu'instrument à utiliser dans une guerre secrète contre la Russie. Gardez à l'esprit que seulement la semaine précédente, la population ukrainienne et les agences de renseignement avaient été amicales envers la Russie, coopératives. Maintenant, le partenariat de la CIA avec les agences de renseignement ukrainiennes après le coup d'État impliquait, comme le rapporte également le New York Times, la construction de bases secrètes en Ukraine à 12 emplacements le long de la frontière russe, où la CIA pouvait également former des groupes de commandos ukrainiens pour entrer en Russie, espionner la Russie et voler du matériel militaire russe, comme des drones. Et pas seulement le New York Times, le Washington Post écrit également que depuis 2015, bien que cela se soit avéré être depuis 2014, la CIA a transformé les services de sécurité ukrainiens en alliés puissants contre Moscou. Un responsable du renseignement américain a expliqué que les services de renseignement militaires de l'Ukraine devaient être reconstruits à partir de zéro. Encore une fois, il s'agissait de réinventer l'ensemble des services de renseignement. En effet, il fallait les construire à partir de zéro, car les anciens avaient une bonne relation avec la Russie, ce qui reflétait les intérêts des Ukrainiens. Maintenant, un haut responsable européen a également noté qu'à la fin de 2021, Poutine avait commencé à envisager ou envisageait d'envahir l'Ukraine, simplement parce que, l'une des raisons principales était qu'il avait été informé que la CIA et le MI6 contrôlaient désormais les services de renseignement de l'Ukraine et utiliseraient l'Ukraine comme tête de pont pour des opérations contre la Russie. Encore une fois, ce n'est pas dans l'intérêt des Ukrainiens. Et ce n'est pas soutenu par les Ukrainiens. Nous avons également vu que d'autres branches du gouvernement ukrainien sont passées sous le contrôle des États-Unis. Les entreprises énergétiques et les industries ukrainiennes devaient être orientées vers l'Ouest et s'éloigner de la Russie. En effet, nous avons vu seulement 3 mois après le coup d'État de 2014 que Hunter Biden, le fils de Joe Biden, a été placé chez Burisma. Hunter Biden et un ami proche de la famille du secrétaire d'État américain de l'époque, John Kerry, sont devenus membres de Burisma. Cependant, Hunter Biden n'avait ni expérience ni compétence dans le domaine du gaz ou de l'Ukraine. Mais encore une fois, ce n'était pas un emploi basé sur les compétences. Désormais, les nominations gouvernementales devaient également être approuvées par les États-Unis, car toute personne entrant dans le nouveau gouvernement devait d'abord obtenir le feu vert de Washington. Cela a également été confirmé par le procureur général de l'Ukraine, Viktor Shokin. Dans une déclaration, M. Shokin a déclaré que la chose la plus choquante était que toutes les nominations gouvernementales étaient faites en accord avec les États-Unis. Il a en outre soutenu que le comportement de Washington indiquait, je cite, qu'ils croyaient que l'Ukraine était leur fief. Comprenez-vous? En général,
Il me semble qu'il y avait de nombreux aspects différents dans les relations pendant la présidence d'Obama en ce qui concerne l'Ukraine. À mon avis, ils considéraient l'Ukraine comme leur fief. M. Biden a détruit le président, détruit l'Ukraine et a montré au monde à quel point il était maître en Ukraine. Et cela s'est manifesté de manière éclatante dans tous les domaines d'activité. Toutes les nominations étaient convenues avec la partie américaine, spécifiquement avec Biden, toutes les nominations, même en commençant par le procureur général adjoint. Lorsque le procureur général, Viktor Shokin, a commencé à enquêter sur Burisma, où Joe Biden avait placé son fils, Joe Biden a fait destituer le procureur général d'Ukraine, malgré le fait que les États-Unis l'avaient jusque-là félicité pour son bon travail. Maintenant, faire licencier votre procureur général par une puissance étrangère n'est généralement pas un bon indicateur d'un État souverain adéquat. Il avait obtenu un engagement de la part de Poroshenko et de Yatsenyuk qu'ils prendraient des mesures contre le procureur d'État, et ils ne l'ont pas fait. Alors ils ont dit qu'ils l'avaient fait. Ils sortaient pour la conférence de presse et ont dit non. J'ai dit, je ne vais pas, nous n'allons pas vous donner le milliard de dollars. Ils ont dit, vous n'avez pas d'autorité, vous n'êtes pas le président. Le président a dit, j'ai dit, appelez-le. J'ai dit, je vous dis que vous n'obtenez pas 1 milliard de dollars. J'ai dit, vous n'obtenez pas 1 milliard. Je vais partir d'ici, je pense que c'était, 6 heures. J'ai regardé, j'ai dit, nous partons dans 6 heures. Si le procureur n'est pas licencié, vous n'obtenez pas l'argent. Oh, fils de pute. Il a été licencié. Outre la décision concernant quel Ukrainien devrait être autorisé à faire partie du gouvernement, les États-Unis ont également placé leur propre personne au sein du gouvernement ukrainien pour garantir la conformité. L'exemple le plus important serait le rôle du ministre des Finances. En 2014, Natalie Jaresko a pris le poste de ministre des Finances de l'Ukraine et elle a même reçu un passeport ukrainien le même jour. Jaresko était une ancienne fonctionnaire du département d'État américain et l'ancienne chef de la section économique de l'ambassade des États-Unis en Ukraine. Elle est donc passée d'un poste où elle représentait les intérêts américains en Ukraine à celui de ministre des Finances de l'Ukraine. Maintenant, d'autres ressortissants étrangers ont également pris des postes de haut niveau en Ukraine pour s'assurer qu'un coup d'État serait permanent. Maintenant, qu'en est-il des Ukrainiens? Pourriez-vous demander. Comment l'opposition politique réagirait-elle à ce détournement de son gouvernement et de ses services de renseignement? Eh bien, les principales oppositions politiques de l'Est ont été purgées. Et lorsque le principal homme politique de l'opposition, Viktor Medvedchuk, a grimpé dans les sondages à la suite de l'oppression politique, il a été arrêté. Finalement, il a même été déchu de sa citoyenneté ukrainienne. Ainsi, les médias occidentaux, au lieu de défendre les droits des Ukrainiens, ont fourni une couverture assurant au public qu'il était pro-russe et donc illégitime, indépendamment de tout soutien qu'il aurait pu avoir parmi les Ukrainiens. Maintenant, les droits fondamentaux des Ukrainiens leur ont également été retirés. Et nous avons assisté à cette purge culturelle. Le premier acte du Parlement ukrainien post-coup d'État, en 2014, a été de voter en faveur de l'abolition des droits linguistiques des minorités. C'est assez dramatique dans un pays comme l'Ukraine, étant donné qu'environ 20% parlaient le russe comme première langue et que la majorité des Ukrainiens parlent le russe, sinon comme première, du moins comme deuxième langue. Pourtant, la décision a été prise que le russe devait être supprimé en tant que deuxième langue, ce qui a évidemment eu un impact énorme dans le sud et l'est de l'Ukraine, où la plupart des gens parlent le russe comme première langue. Nous avons ensuite constaté que le nouveau gouvernement soutenu par les États-Unis
interdirait les livres, films et autres œuvres en langue russe, non seulement en provenance de Russie, mais en russe. Nous avons vu que l'Église orthodoxe était également considérée comme un lien culturel inacceptable entre les Ukrainiens et les Russes. Cela a également entraîné la suspension des libertés religieuses en réprimant l'Église. Nous avons également vu plusieurs attaques contre des églises. Mais encore une fois, c'est à cela que ressemble la liberté, lorsque la liberté est interprétée comme une liberté de tout ce qui est russe, même de sa propre population, dans la mesure où elle a une culture similaire. Maintenant, qu'en est-il des médias? Comment les Ukrainiens réagiraient-ils en utilisant les médias comme instrument? Eh bien, cela a également été démantelé. Les médias d'opposition ont été fermés. Certains ont été nationalisés. Une grande partie des médias a été placée sous le contrôle du président. Et bien sûr, une grande partie de cette censure a été célébrée par les États-Unis. En effet, en 2021, nous avons vu que l'ancien ambassadeur américain à Moscou, Michael McFaul, a célébré cette répression des politiciens d'opposition ainsi que des médias. Selon les mots de Michael McFaul, je cite, « Sa décision d'interdire les réseaux de télévision pro-russes et d'accuser leur propriétaire et allié de Poutine, Viktor Medvedchuk, de trahison était un acte audacieux qui nécessite le soutien des États-Unis. » Gardez à l'esprit que ce ne sont pas des chaînes de médias détenues par des Russes, ce sont des Ukrainiens. Mais encore une fois, ils sont jugés trop amicaux envers la Russie. Encore une fois, ils sont également interdits. Nous avons également vu que le Foreign Policy Journal a célébré la censure. Il a publié des titres tels que « Le président de l'Ukraine montre enfin ses muscles ». Volodymyr Zelensky s'attaque à la machine médiatique pro-russe de son pays. Encore une fois, tout ce qui est considéré comme amical envers la Russie dans le but de rétablir les relations est défini comme illégitime. Après tout, l'Ukraine était développée comme un proxy. Maintenant, nous avons également appris, en regardant les médias, qu'en 2025, lorsque Trump a coupé le financement de l'USAID, nous avons appris qu'entre 85 et 90% de tous les médias ukrainiens avaient reçu un financement de l'USAID. Il s'agit d'une agence gouvernementale américaine finançant la grande majorité des médias ukrainiens. Et nous pouvons alors nous demander dans quelle mesure l'USAID accepterait toute dissidence par rapport à la position américaine sur l'Ukraine. De plus, l'USAID a également été impliqué dans le coup d'État de 2014 et reste profondément impliqué dans la manipulation de la société civile ukrainienne. En effet, c'est un autre aspect. La société civile ne pouvait pas non plus être laissée aux Ukrainiens, car les États-Unis dirigent et financent les ONG qui prétendent représenter la société civile. Cela est encore une fois considéré comme une chose normale, que le gouvernement américain finance des organisations soi-disant non gouvernementales américaines qui devraient alors avoir le droit de représenter et de mobiliser le public ukrainien. Et comment ce pouvoir est-il utilisé? Est-ce pour élever le rôle de la démocratie? Non, au contraire, il est utilisé pour étouffer la démocratie, non seulement en renversant le gouvernement. Mais nous avons vu en 2019 que lorsque les Ukrainiens ont finalement été autorisés à voter, 73% des Ukrainiens ont voté pour la plateforme de paix de Zelensky. En Crimée, les gens veulent parler russe. Laissez-les faire, laissez-les tranquilles. Donnez-leur légalement la possibilité de parler russe. La langue ne divisera jamais notre pays natal. J'ai du sang juif, je parle russe, mais je suis citoyen d'Ukraine. J'aime ce pays et je ne veux pas faire partie d'un autre pays. La Russie et l'Ukraine, nous sommes en effet des nations fraternelles. Je connais des millions, je connais des milliers de personnes qui vivent en Russie, des gens formidables. Nous sommes de la même couleur, nous avons le même sang, nous nous comprenons tous, indépendamment de cela.
Encore une fois, il est difficile de s'en souvenir maintenant, mais Zelensky s'est en fait présenté sur une plateforme de paix. Il allait faire la paix avec le Donbass, avec la Russie, et il allait mettre en œuvre l'accord de paix de Minsk que l'Occident cherchait à saboter. Nous avons vu que des ONG ont soutenu des manifestations contre ce mandat de paix qui a été dénoncé comme une capitulation. Lorsque Zelensky s'est rendu à Zolot pour pousser au retrait des armes lourdes de la ligne de front, il a été confronté à des menaces de milices néofascistes qui avaient été armées et entraînées par les États-Unis. Ainsi, encore une fois, Zelensky a dû plaider en disant, selon ses mots, « Je suis le président de ce pays. J'ai 41 ans. Je ne suis pas un perdant. Je suis venu vous dire de retirer les armes. » Cependant, il a de nouveau été confronté à des menaces selon lesquelles il marcherait sur Kiev. Et nous avons vu des membres du Parlement, divers dirigeants de groupes fascistes, tous sortir, proférant des menaces de mort contre Zelensky. Et finalement, il n'y avait rien qu'il puisse faire. En effet, il a dû les accepter dans son gouvernement, ce qui a donné aux États-Unis un puissant droit de veto sur toute tentative future de faire la paix. Mais ce n'était pas seulement les extrémistes de droite que les États-Unis pouvaient utiliser comme instrument pour freiner toute démocratie en Ukraine. Nous avons également vu que des ONG financées par l'Occident ont été utilisées pour mettre fin au mandat de paix très populaire et démocratique. Des ONG, comme le Ukraine Crisis Media Center, ont même publié des lignes rouges à ne pas franchir. Maintenant, ces lignes rouges, encore une fois, pour une ONG financée par des pays occidentaux, incluaient. En tant qu'activistes de la société civile, nous présentons une liste de lignes rouges à ne pas franchir. L'ONG poursuit en disant « Si le président franchit ces lignes rouges, de telles actions mèneront inévitablement à l'instabilité politique dans notre pays et à la détérioration des relations internationales. » C'est à peine une menace très bien couverte. Et les lignes rouges qu'ils ont averti Zelensky de ne pas franchir incluaient la tenue d'un référendum sur le format de négociation à utiliser avec la Fédération de Russie et sur le principe d'un règlement pacifique. Cela comprenait la conduite de négociations sans les États occidentaux, faire des concessions au détriment de l'intérêt national, ne pas mettre en œuvre la politique de sécurité et de défense du gouvernement précédent qui avait été remplacé. Cela impliquait également, je cite, « retarder, saboter ou rejeter le cours stratégique pour l'adhésion à l'UMMR et à l'OTAN, et aussi tenter de revoir les lois linguistiques ou même soutenir l'Église orthodoxe russe. » Et bien sûr, ignorer le dialogue avec la société civile, ce qui signifiait les ONG, ce qui signifiait les gouvernements occidentaux. Maintenant, ces lignes rouges et la pression des extrémistes de droite n'étaient rien de moins qu'une demande d'abandonner tout le mandat de paix. Et cela a fonctionné. La démocratie a été surmontée. Zelensky a dû revenir sur sa position et abandonner son mandat de paix. Ainsi, les résultats des élections étaient effectivement dénués de sens. Contre leur volonté, nous avons vu les Ukrainiens avoir leur gouvernement renversé, leurs agences de renseignement détournées, l'opposition politique purgée, les médias libres éliminés et les droits culturels, linguistiques et religieux suspendus. Le vote pour la paix, le seul qu'ils avaient, a été abandonné. Et lorsque la Russie a finalement envahi pour imposer la neutralité à l'Ukraine en 2022, nous avons vu que les Ukrainiens devaient également devenir de la chair à canon. C'est-à-dire que non seulement les États-Unis et le Royaume-Uni ont saboté l'accord de paix d'Istanbul au début de 2022, ce qui, soit dit en passant, Zelensky avait averti, mènerait à la destruction de l'Ukraine, quelque chose que les Américains feraient néanmoins. Il a dit que certains États occidentaux favoriseraient une longue guerre, même si cela conduisait à la destruction de l'Ukraine, car cela permettrait à l'Occident d'utiliser les Ukrainiens pour saigner la Russie.
De plus, ce n'est pas quelque chose qui serait fait dans l'intérêt de l'Ukraine. Je pense que chacun a des intérêts différents. En même temps, en Occident, il y a ceux qui veulent que cette guerre dure longtemps parce qu'elle épuisera la Russie, mais au prix de l'Ukraine, au prix de vies humaines. Cela est certainement bénéfique pour certains pays. Maintenant, après avoir saboté l'accord d'Istanbul, nous avons vu que l'OTAN a boycotté la diplomatie et les négociations au cours des 3 années suivantes avec la Russie. Lorsqu'ils ont vu les gens, des centaines de milliers d'Ukrainiens, se faire tuer sur le champ de bataille, la principale pensée était que nous ne devrions pas nous asseoir avec les Russes, car cela pourrait leur donner de la légitimité. Ainsi, encore une fois, une longue guerre a été soutenue et poussée. Et en effet, cette guerre est à peine vue comme étant en faveur des Ukrainiens. En effet, les hommes ukrainiens ne sont pas autorisés à quitter le pays, et des vidéos émergent chaque jour d'hommes ukrainiens qui sont arrachés des rues. Ils sont jetés dans des fourgons et envoyés sur les lignes de front. Et pendant qu'en Ukraine, les mères et épouses ukrainiennes protestent contre l'enlèvement de leurs fils et maris, les médias occidentaux ne veulent pas montrer ces vidéos, par crainte que cela ne réduise le soutien à la guerre par procuration parmi leur propre public. Ils ignorent donc la détresse des Ukrainiens et leur souffrance, car cela pourrait saper l'effort de guerre. Ce n'est donc pas le véritable soutien à l'Ukraine qui est vendu. C'est soutenir la guerre, indépendamment de ce que veulent les Ukrainiens. Maintenant, il vaut la peine de revenir en arrière, de se souvenir qu'en 1993, avant qu'une décision n'ait été prise d'élargir l'OTAN, George Soros a plaidé pour la poursuite d'un ordre mondial où l'OTAN serait l'institution dominante. Mais aussi, Soros a soutenu que les sociétés occidentales auraient du mal à accepter de lourdes pertes parmi leurs propres soldats. C'est pourquoi les Européens de l'Est pourraient être utilisés comme chair à canon. Selon ces mots, la combinaison de la main-d'œuvre d'Europe de l'Est avec les capacités techniques de l'OTAN améliorerait considérablement le potentiel militaire du partenariat, car elle réduirait le risque de sacs mortuaires pour les pays de l'OTAN, ce qui est la principale contrainte à leur volonté d'agir. D'un autre côté, les sacs mortuaires pour les soldats ukrainiens ne se sont pas avérés être une grande préoccupation. Ainsi, nous avons néanmoins atteint la fin de la ligne. La guerre est perdue. L'OTAN a épuisé ses armes, et l'OTAN a également épuisé les hommes ukrainiens pour combattre et mourir. Les alliés de l'OTAN sont maintenant divisés. Comment devraient-ils réagir alors que la guerre par procuration touche à sa fin? Les Européens insistent sur le fait qu'ils soutiendront l'Ukraine. Pourtant, la majorité des Ukrainiens veulent des négociations. Ils sont même prêts à accepter des concessions territoriales pour obtenir la paix. Ainsi, soutenir l'Ukraine est devenu un euphémisme pour prolonger la guerre et rejeter la paix. Maintenant, les Américains s'inquiètent que la guerre soit perdue, bien sûr. Et la seule chose qui peut être faite maintenant est soit de regarder l'Ukraine s'effondrer, soit que l'OTAN doit intensifier au point de déclencher une troisième guerre mondiale. Et même si cela ne se produit pas, continuer la guerre pousserait la Russie vers la Chine. Ainsi, les Américains se sont maintenant écartés des Européens. Le président Trump et la majorité des Américains veulent mettre fin à la guerre. Trump pousse Zelensky à venir à la table des négociations, et le message est assez clair. Cette guerre ne peut pas continuer sans nous, et nous débranchons la prise. Ainsi, les deux parties, tant les Européens que les Américains, prennent des décisions pour les Ukrainiens. Les Européens exigent qu'ils continuent de se battre contre la volonté du peuple ukrainien. Et de la part des États-Unis, le langage est souvent encore plus direct. Dans une guerre par procuration,
ce n'est pas au mandataire de décider quand la guerre se termine. C'est à celui qui les contrôle. Nous dirigeons le monde. C'est le monde de l'Amérique. Il est notre proxy. Cela se termine quand nous disons que ça se termine. Cela ne se termine pas quand Zelensky, s'il veut y aller seul, y va seul. Je suis content que nous l'ayons aidé. La Russie a envahi. Nous l'avons soutenu. Au début, c'était la bonne chose à faire. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, la guerre est finie. Et il ne reconnaît pas que c'est fini. Et la réalité va le dévorer vivant s'il ne le reconnaît pas. Maintenant, nous continuons à appeler cela la guerre en Ukraine. Mais l'Ukraine a étonnamment peu à voir avec cette guerre. C'est une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie pour façonner ce que devrait être l'ordre européen. Ce devrait être un système hégémonique où le plus grand pays d'Europe, c'est-à-dire la Russie, n'a pas son mot à dire. La Russie devrait être exclue du système. Est-ce la mer Noire ou est-ce l'Europe où la Russie s'affirme et joue un rôle plus important? Quoi qu'il en soit, c'est ce que l'Ukraine est devenue. C'est devenu une guerre par procuration pour deux visions différentes de l'Europe. Et comme tout autre mandataire, il n'est pas destiné à décider par lui-même. Il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de démocratie et il n'y a pas de liberté. En ce qui concerne la souveraineté, la démocratie et la liberté, ce ne sont plus que des cris de guerre maintenant, pour vendre la guerre comme la paix, et pour vendre le récit que nous n'avons pas détruit l'Ukraine au cours de la dernière décennie. Non, nous l'avons aidé. Maintenant, l'Ukraine a été systématiquement dépouillée de sa souveraineté, de sa démocratie et de sa liberté depuis 2014. Et cela ne peut être restauré qu'en acceptant que l'Ukraine ne devrait pas être un champ de bataille entre les grandes puissances, qu'elle ne devrait pas être un proxy. Pour ce faire, une négociation plus large est nécessaire. Pas seulement un cessez-le-feu entre les Russes et les Ukrainiens, mais une qui cherche à trouver un accord entre l'OTAN et la Russie pour empêcher que des pays comme l'Ukraine soient utilisés de cette manière, ou même à l'avenir, que d'autres pays en première ligne ou sur les lignes de division de l'Europe, que ce soit la Moldavie, la Géorgie ou d'autres, soient également utilisés comme un proxy.